Bonjour et bienvenue sur le podcast Kampai format Destination, émission que j'ai le plaisir de partager avec Marjorie qui s'est occupée de nous écrire ce podcast. Bonjour Marjorie. Bonjour Charlie. Aujourd'hui, on enregistre le jour du typhon, donc c'est pas un jour particulier, mais ça reste quand même sous l'égide de ce typhon en pile qui occupe notre journée ici à Kampai. Et avant d'entamer notre destination du mois, nous avons le plaisir de vous annoncer que Kampai organise un tirage au sort. Ce sera du 22 août au 22 septembre et ce tirage au sort va vous permettre de gagner un voyage au Japon. Et oui, un voyage donc pour 2 personnes, 2 adultes pour 2 semaines. Et comment participer ? Eh bien, chaque livre acheté sur kampai.fr vous donnera une chance d'être élu heureux, gagnante ou gagnant de ce concours que l'on vous propose. Par exemple, si vous achetez le tome 3 de notre collection itinéraire et budget de séjour au Japon, eh bien ça vous donnera une chance d'être tiré au sort. Et si vous achetez un pack complet des 4 tomes, par exemple, ça vous donne 4 chances de victoire. Les résultats, nous les annoncerons sous 30 jours après la fin du concours. Donc je répète, ce sera du 22 août au 22 septembre 2024, évidemment. Et donc je vous invite à rester connectés sur nos réseaux, à nos podcasts et surtout sur notre newsletter pour en savoir plus et en savoir plus également sur les modalités que l'on va vous expliquer dans un article dédié sur kampai.fr. Et pour en revenir à notre podcast du jour, la destination du mois est Hakone, le village de montagne perché à 723 mètres d'altitude. Et c'est aussi une station thermale qui est très populaire, qui se situe au cœur du parc national Fuji Hakone-Izu, dans la préfecture de Kanagawa, au sud-ouest de Tokyo. Et c'est donc à 1h, 1h30 accessible en train depuis Shinjuku pour être précis. Tout de suite, on peut dire que vu que c'est un village de montagne, ça n'apporte pas les mêmes facilités forcément, la même météo ou les mêmes paysages que d'autres paysages urbains. Et c'est vrai que souvent on va à Hakone alors qu'on pense que ce sera peut-être un peu urbanisé ou développé, alors que non, vous êtes en pleine montagne. Donc ça, on y reviendra évidemment. Et puis Marjorie, on peut dire que la destination de Hakone, ça ne se prononce pas Hakone, comme on entend souvent. Oui, voilà, c'est un point de prononciation qu'on peut retrouver pour nous les occidentaux et français, c'est on peut le lire Hakone, mais c'est vrai qu'il se prononce Hakone, donc avec un H aspiré au début. On peut aussi simplement dire Hakone. Ça sera très bien compris par toutes les personnes qui travaillent dans la sphère japanophone. Juste, on ne dit pas Hakone, voilà, c'est tout. Oui, avec Hakone, vous aurez moins de chances de vous faire comprendre au Japon si besoin. C'est ça, c'est pour ça que des fois vous le verrez écrit avec un accent. Il ne s'écrit pas avec un accent vrai, mais c'est juste pour que, en termes de prononciation, on soit dans la bonne prononciation. Et si on vous en parle pour ce podcast, c'est que c'est une destination qui est très facile à mettre en place pour son voyage au Japon. On va y consacrer que quelques jours. Par exemple, on va souvent y passer une nuit pour faire un ryokan, donc une auberge traditionnelle dont on vous parle de temps en temps, avec ses bains chauds à onsen, dans un cadre naturel qui va être très beau dans ces montagnes. Et puis il y a évidemment la fameuse vue carte postale sur le mont Fuji, lorsqu'il est visible, on vous le dit de temps en temps, mais c'est une région montagneuse, donc le mont Fuji n'est pas toujours accessible, même pour les yeux. Oui, et puis il n'est pas tout près de Hakone, il faut aussi quand même le préciser, on n'est pas du coup dans la région des 5 lacs, on est un peu plus au sud, et donc on est assez loin quand même du mont Fuji. Et effectivement, les nuages peuvent se mettre entre nous, et ça arrive quand même assez régulièrement dans cette zone de montagne en altitude qui peut être du coup assez brumeuse par moment. Oui, donc en plus c'est un paysage volcanique, la région est volcanique, assez pittoresque, donc attention de toute façon de manière générale à la météo, à bien vous renseigner au jour le jour, parce que en montagne ça va changer forcément très vite dans la journée. Et puis on insistera sans doute aussi sur le fait que ce soit aussi une destination artisanale et culturelle, notamment avec l'art contemporain où il y a des œuvres exposées souvent monumentales en plein air. Et il y a de nombreux musées d'art, et donc ça on va en reparler, avec l'artisanat local qui est destiné à la marqueterie, souvent tout en bois. Oui, qui est très raffiné, qui est très joli, qui coûte aussi un certain prix du fait que c'est fait à la main. Donc voilà, c'est tout ça qui va occuper notre podcast du jour avec cette destination très populaire et évidemment c'est aussi une localité qui connaît le surtourisme à certaines périodes, donc le podcast va aussi vous permettre de savoir mieux comment vous comporter ou prévoir votre voyage pour le faire hors saison par exemple, ou alors à quoi vous attendre si vous le faites forcément en week-end sur les périodes de festival ou de congés on va dire soit japonaises soit françaises par exemple. Oui, parce qu'il faut le rappeler que
Hakone, historiquement, c'est sur la route du Tokaido, donc ça veut dire que c'est sur une route populaire entre Tokyo et Kyoto. Donc c'est vrai que ça a été historiquement une étape intermédiaire de voyage et ça l'est toujours aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'elle a beaucoup de popularité via cette localisation qui entraîne parfois des phénomènes de surtourisme quand on est en week-end ou que c'est les vacances et que c'est surchargé. Et d'ailleurs, on a dit récemment que au lieu de pas de surtourisme, certains parlent de concentration touristique, mais vous comprenez bien de quoi on parle. Et Marjorie, on a fait déjà un article sur Hakone. Oui, on a une fiche ville qu'on a publiée déjà depuis plusieurs années, parce que ça fait longtemps qu'on va à Hakone régulièrement. Et puis on a quelques destinations enfants qui vous permettent de voir en fait quelles activités vous pouvez faire. Donc Hakone, c'est surtout connu pour sa boucle de transport en commun qu'on fait depuis en fait la gare d'arrivée, puis après on va faire le tour du lac, on passe par un téléphérique pour voir une zone volcanique et on revient en fait vers le centre-ville. Donc ça c'est la première chose qu'on fait quand on va visiter cette destination. C'est ça qui peut être un peu surfréquenté quand il y a du monde, parce qu'on fait la queue dans les transports, en gros c'est ça. Mais il y a d'autres choses à faire à Hakone, c'est ça qu'on va essayer de développer aujourd'hui. Et donc au sommaire du podcast dédié à Hakone, la présentation de cette localité, puis en seconde partie, on verra les meilleures visites et activités à faire dans cette ville. Et enfin, on va évoquer comment coupler Hakone avec d'autres visites alentours durant son périple au Japon. Pour notre première partie dédiée à la présentation de Hakone et pourquoi visiter cette localité, donc Hakone, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est un village de montagne, une station aussi thermale et un site volcanique qui est actif. Donc pour notre présentation géographique, le village, lui, il va s'étendre sur un peu plus de 92 km² à flanc de montagne et c'est évidemment une terre volcanique active avec la zone de soufrière qui s'appelle Owakudani. Il y a aussi le lac Ashi qui s'est formé à la suite d'éruptions et qui donne ce paysage de caldeira et de cours d'eau de montagne. Et par conséquent, donc, une activité géothermique visible et on pourrait même dire qu'il se sent donc olfactive au passage. Oui, il peut y avoir des fumées de soufre qui se dégagent à plus ou moins importantes. Et pour la partie géographie, on va un peu s'arrêter là évidemment, mais pour vous donner des points de repère, des noms que vous allez souvent entendre en préparant votre voyage ou en étant sur place, ça va être des districts ou des zones géographiques comme par exemple Hakone Yumoto, qui est la gare où on va commencer ses transports pour faire le tour de Hakone, et c'est aussi la gare depuis laquelle on arrive en partant de Shinjuku par exemple. Vous pourrez également entendre le nom du port du lac Ashi, donc le port au nord du lac Ashi, qui est Togendai, ou alors ceux plus au sud avec Moto Hakone et Hakone Machi, qui sont les ports au sud du lac. Le nom de Gora va vous dire quelque chose, puisque c'est le centre-ville touristique en altitude de la région, avec une importante aussi activité culturelle. Et enfin, on pourra parler également d'une zone de terre humide, Sengoku Hara, qui va être un peu plus excentrée du centre-ville, qui est sur la partie nord du village. Donc une partie un peu plus rurale aussi en termes de paysage, un peu d'activité culturelle et d'hôtellerie de luxe, mais après voilà, c'est un peu plus excentré. Et puis Marjorie, je te laisse la main pour la partie historique, pour cette brève présentation de Hakone. Oui, donc c'est une destination qu'on vous en a déjà parlé sur nos précédents podcasts, parce qu'elle a déjà participé soit à des podcasts histoire, soit avec le podcast Kamakura, qui était donc notre précédent podcast, puisque c'est pas loin. Donc c'est donc une destination en fait de source chaude onsen qui est connue depuis des millénaires. Donc son histoire, ça remonte déjà à cette activité géothermique. Donc on se rendait à Hakone pour ses sources chaudes. Et puis, c'est devenu, en fait, elle a pris de l'importance historiquement quand le shogunat Tokugawa s'est mis en place et que les routes d'Edo ont été tracées. Et c'est devenu, en fait, une ville-étape sur la route du Tokaido. Donc, ce qu'on disait en introduction. Donc c'est devenu une ville où s'arrêtaient les voyageurs qui se rendaient à Edo, ou alors les pèlerins aussi qui étaient en itinérance dans la région. Ils s'arrêtaient là, au bord donc, du lac Ashi et des cours d'eau pour pouvoir se délasser dans les onsen. Plus tard, ça a pris aussi une grande importance parce que c'est devenu, en plus d'être une ville-étape, un point de contrôle. Donc on était en fait pas loin de l'entrée de Edo ou pas loin de la sortie, ça dépend où on se plaçait. Et du coup, il y avait un point de contrôle gouvernemental qui s'effectuait, notamment en ce qui concerne le contrôle des armes et le contrôle des femmes et des enfants. Parce que pour rappel, à l'époque, les seigneurs daimyo de province avaient l'obligation de résider en fait une année sur deux à Edo, donc l'ancienne capitale
capitale qui est maintenant Tokyo. Et les familles de ces seigneurs, par contre, devaient rester à la capitale afin que le shogun ensuite puisse garder la main sur ces daimyos et éviter qu'il y ait des rébellions et des coups d'État. Malin. Voilà. Et donc, le poste de Hakone servait à contrôler les allées et venues des femmes des seigneurs. Et donc, elles avaient interdiction en général de sortir des dos. Donc, si on les voyait passer par Hakone, il y avait une prison, en fait, une arrestation qui s'effectuait. Du coup, ce poste de contrôle qu'on appelle Sekisho en japonais était l'un des plus importants et des plus surveillés sous l'ère Edo. Et aujourd'hui, il reste encore des traces, on verra ça dans les activités à faire, mais on peut aller voir une reconstitution de ce point de contrôle. Donc il a fonctionné pendant plus de 260 ans. Et il a été arrêté à la Révolution Meiji quand l'empereur est revenu au pouvoir. Et du coup, Hakone a retrouvé un peu plus de sérénité et est redevenu un peu juste une station en fait onsen où on a développé le tourisme spécifiquement occidental. Comme on était aux portes de Tokyo, c'était aussi pratique pour aller montrer en fait les sources chaudes à nos partenaires occidentaux en quelque sorte, de les emmener jusqu'à Hakone parce qu'on avait le paysage de montagne, les établissements qui étaient déjà là, puisque comme c'était une ville-étape, il y avait déjà eu des auberges qui avaient été installées. Et donc on a multiplié les resorts un peu de luxe pour accueillir donc une clientèle étrangère un peu haut de gamme et du coup non japonaise. Et puis depuis la capitale en plus, c'est assez proche du coup. Voilà, c'était très pratique pour montrer. Et c'est ce tourisme-là depuis l'époque Meiji qui perdure aujourd'hui et on s'y rend toujours pour les mêmes raisons. Et pour la petite anecdote, Hakone, ça a servi aussi de décor dans l'univers de Neon Genesis Evangelion, où Tokyo 3, la ville, elle est construite sur le site de l'ancienne ville de Hakone. Donc pour tout ce qui est pèlerinage animé, vous pouvez aussi vous rendre dans cette destination-là, c'est assez connu. Et pour discuter du transport, Marjorie, je vais reprendre ce que tu disais tout à l'heure, puisque le transport, c'est vrai que ça peut paraître un peu fouillis quand on ne connaît pas la région, parce qu'en fait, il y a plein de transports, il y a du train, il y a du bus, il y a du funiculaire, il y a du téléphérique, etc. Et donc, tout à l'heure, tu nous parlais de la boucle dans la région. Donc, facilement, vous allez pouvoir prendre 5 modes de transport dans votre journée, parfois. Et nous, on va vous parler du pass de transport Hakone Free Pass de la compagnie Odakyu qui vend une formule, donc tout compris, pour à peu près 6100 yens pour 2 jours. Et on vous conseille de réserver un voucher, du coup, via des agences de voyage agréées comme Keikaku en France, dont on vous parle de temps en temps. Vous avez le prix en euros, vous pouvez l'acheter en avance et recevoir ces vouchers chez vous directement, puisque ce sera à échanger soit depuis Odawara par exemple, une gare dont on vous reparlera tout à l'heure, soit depuis Shinjuku ou Tokyo. En tout cas, vous pourrez aussi faire ce change. Au bureau de la compagnie Odakyu, donc c'est pas une compagnie, c'est pas la compagnie JR. Si vous avez par exemple le JR Pass, c'est un transport qui est faisable pour se rendre à Hakone, mais qui n'est pas privilégié puisqu'il sera plus long, il y a des changements et puis c'est pas là une compagnie directe comme celle avec Odakyu. Oui, en tout cas vous pourrez pas prendre les transports sur place à Hakone avec votre JR Pass, c'est pas les mêmes compagnies. Oui. Donc vous pouvez y aller jusqu'à Hakone avec le JR Pass ou un train JR, et dans ces cas-là vous prendrez le Shinkansen jusqu'à Odawara, donc tu l'as cité. Odawara, c'est la grande ville qui est un peu au bord de la mer avant de monter jusqu'à Hakone dans les montagnes. Et du coup, il faudra quand même faire un changement. Alors qu'avec le Hakone Free Pass, ça sera en fait un itinéraire qui sera plus simple. Et puis, vous pourrez prendre, si vous voulez, un équivalent au Shinkansen. Vous pouvez prendre le train qui s'appelle Romance Car, donc qui a un confort équivalent, qui suppose quand même un supplément par rapport, en plus du Hakone Free Pass, parce que c'est un train qui va un peu plus vite, qui est direct, et qui vous permettra en fait de rallier Hakone en 75 minutes de trajet depuis Shinjuku. Oui. Et si vous voulez en savoir plus sur le Hakone Free Pass, on vous conseille d'aller sur kampai.fr comme d'habitude pour en savoir plus. Oui, on a un article dédié qui détaille, qui vous dit aussi les différentes formules. Là, on vous a dit 2 jours, mais il existe aussi la formule de 3 jours, si vous voulez rester plus longtemps sur place. Et vous avez, si je me souviens bien, une formule qui fait aussi Tokyo, Hakone et Kamakura. Oui, on en parlera après dans la partie 3, mais oui, on a différents passes sur la compagnie Odakyu pour visiter la région. Donc c'est très confortable, puisque comme le JR Pass, après vous avez le transport illimité. Moi j'aime bien dire que c'est confortable dans le sens où même si vous avez un couac ou quoi que ce soit, en fait vous n'êtes jamais perdu par rapport à vos transports en termes de prévision de sièges réservés, etc. En fait c'est assez simple de s'y retrouver puisqu'on peut prendre n'importe quel
Oui. Quel transport? Oui, sinon il faut prévoir en fait d'acheter chaque ticket à chaque transport, etc. Et donc c'est un peu voilà pour quand il y a beaucoup de monde, par exemple, les jours, si vous n'avez pas le choix et que vous le faites un week-end ou autre, ou si c'est un week-end de surtourisme, on va dire, c'est quand même beaucoup plus confortable. Oui, c'est plus simple, ça évite à chaque fois de devoir sortir de l'argent et d'expliquer où on veut aller. Et on vous recommandera d'avoir une sorte de veille sur le site Odakyu pour l'état des transports, puisqu'on est en montagne et avec la météo, il peut se passer un peu tout et n'importe quoi. Le site, c'est Hakone Navi sur la page Transportation Info. Oui, c'est en anglais. Forcément, dès qu'il y a un risque d'orage pour les téléphériques, ils peuvent être suspendus, mis en attente quelques temps, quelques heures. Il peut y avoir des maintenances dessus. Il y a les transports aussi qui ferment tôt. Donc 16h30 à 17h maximum. Alors oui, Charlie, il ferme un peu tôt. Après, ça correspond aussi au rythme qu'on recommande pour visiter Hakone, c'est-à-dire que comme c'est une destination où on va ensuite passer du temps dans les bains chauds et donc dans les ryokan, il faut y arriver assez tôt dans les ryokan parce qu'on mange tôt, on mange vers 6h en général, et du coup c'est pour ça que les transports bloquent à ce moment-là, surtout qu'en plus en général il fait nuit, donc en montagne quand il fait nuit on évite de se balader au bord du lac volcanique. Il n'y a pas de lumière, hein, on n'est pas en ville. Et donc, du coup, les transports s'arrêtent aux heures où on est censé rentrer chez soi. Donc, soit on retourne à Tokyo et du coup, comme le trajet est assez long, c'est aussi cohérent. Soit on va dans son établissement hôtelier pour la nuit. Oui, pour ceux qui rentrent directement à Tokyo après, ça vous laisse aussi le temps de la soirée, c'est ce qui est pratique. On vous a parlé du Hakone Free Pass, mais il y a aussi les personnes qui louent des voitures ou des motos. Et pour les résidents, par exemple, de Tokyo, Hakone, c'est vraiment une destination très accessible et très jolie avec des paysages qui vont s'enchaîner le long de la route Ashinoko Skyline qui longe en lacet et en hauteur le lac Ashi. Et on peut vous conseiller le viewpoint Mikuni Pass pour voir le mont Fuji, par exemple. Oui. C'est que comme en fait vous prenez un circuit touristique en transport en commun qui est bien rodé mais qui peut être assez fréquenté en haute saison, on peut aussi se mettre d'un point de vue locaux et japonais, et c'est vrai que vous verrez souvent des motos ou des voitures. Donc on ne peut pas visiter l'entièreté de Hakone à pied, c'est trop grand, c'est trop escarpé. Mais on peut se déplacer en voiture de façon un peu plus libre. Après, il faut prévoir le parking, c'est toujours pareil quand on conduit au Japon. Il faut prévoir où se garer. Donc si par exemple votre établissement n'a pas de parking prévu, on vous conseillera peut-être pas forcément de vous rendre en voiture. Enfin voilà, ça c'est des choses qu'il faut prévoir en amont. Soit vous choisissez quelque chose qui est pour les touristes beaucoup plus facile et confortable avec le Hakone Free Pass et les transports en commun. Soit vous pouvez partir en voiture, mais ça suppose plus de préparation et de connaître un peu plus le fonctionnement au Japon. Et puis vu qu'on parlait de prendre vos passes en agence par exemple, vous pouvez aussi demander votre traduction de permis, que ce soit pour la voiture ou la moto, puisque ils vont traduire votre permis comme il est. Donc en fait, si vous avez aussi le permis moto, ce sera aussi inclus dedans pour le même tarif. Oui. Donc pour conclure sur la partie transport, il faut bien préparer ses trajets en amont. Peu importe le mode de transport qu'on va utiliser, on est quand même en montagne. Donc il faut bien préparer et se tenir au courant de la météo, parce qu'elle peut être changeante et ça peut influer du coup sur votre transport. Et prévoir large. Prévoir large sur les durées de trajet, etc. Parce qu'en voiture, il n'y a peut-être pas beaucoup de kilomètres, mais on est sur des routes de montagne, donc on ne peut pas non plus conduire très vite. Et puis, si une fois que vous serez bien transporté, on va passer à la partie hébergement, Marjorie, puisque c'est une station à onsen qui offre tout un panel d'hébergement important pour y passer la nuit. Ce que tout à l'heure on disait, on va y passer 1 à 2 nuits généralement au maximum. On peut faire plus évidemment, mais c'est pas forcément quelque chose que l'on recommande, parce que c'est plutôt une destination intermédiaire. Pour faire une ville-étape. Exactement. Hakone reste quand même une destination vraiment idéale pour passer une nuit dans une auberge japonaise traditionnelle ryokan, donc vraiment avoir l'expérience totale avec le repas kaiseki, les bains, les jolis paysages de montagne. Voilà, c'est vraiment une destination qui est faite pour ça et qui tire de toute façon sa popularité de ça. Donc vous aurez toute une gamme de prix en termes d'hébergement. Donc vous pouvez aller avoir du ryokan de luxe, comme le Gorakadan, qui est un hôtel 5 étoiles relais et château. Vous pouvez avoir des ryokan plus authentiques, plus rustiques, ou alors complètement modernes et divertissants. Je pense au Yunesun Spa Resort, qui est connu pour
c'est 23 bains différents et notamment ceux qui sont aromatisés au Beaujolais nouveau chaque année, très bien. au saké ou au café. Donc là, on n'est pas du tout sur quelque chose de traditionnel, mais plutôt sur quelque chose de divertissant. Oi, 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 mate. Oui, pardon, c'est Charlie du futur. J'interviens puisque, après vérification, bien que le Yonesun Spa Resort soit qualifié de resort, en fait, il n'est pas un hébergement. On vous laisse tout de même l'information sur la spécificité de ces spas, et je laisse Marjorie terminer sa phrase, et moi, je vous souhaite une très bonne écoute. Donc voilà, il y a toute une gamme, il faut bien choisir son hébergement en fonction de ce qu'on recherche. Effectivement, les prix peuvent être très hauts, mais c'est aussi l'assurance d'avoir une expérience vraiment japonaise et que l'on ne va pas forcément refaire ailleurs. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir. Si vous choisissez un bel hébergement, normalement vous en aurez pour votre argent en général. Et veillez bien aussi à ce qu'il soit bien placé dans la région pour que ce soit facile d'accès après pour vos autres visites selon les thématiques que vous avez choisies pour votre séjour à Hakone. Oui, puis selon les modes de transport avec lesquels vous arrivez également. On parle de temps en temps là, pour ce podcast de la météo de montagne. Alors quand visiter Hakone, eh bien, on peut vous conseiller surtout l'automne avec les couleurs rouges des feuillages des koyo notamment. Il y a également l'été et l'hiver. La saison du printemps, peut-être qu'on la recommande un peu moins puisque, comme tu le dis des fois Marjorie, le temps il est souvent couvert, plus laiteux aussi, donc il y a peut-être moins de spots intéressants, notamment pour les sakura aussi, donc les cerisiers en fleurs. Ça reste un classement. Par contre, on va éviter peut-être la période d'août et septembre pour les typhons. Alors, pour les typhons, oui, quand il y en a, comme en ce moment, c'est vrai que ça reste une zone de montagne. Donc, en période de typhon, on évite de se rendre à Hakone. Et si on est sur place, on reste à l'hôtel. Parce qu'on est quand même sur un paysage escarpé qui peut être dangereux. Donc, on respecte les consignes de sécurité. Évidemment, on ne s'approche absolument pas du lac ou des cours de rivière qui peuvent grossir, gonfler avec les pluies. Donc, on évite vraiment ce genre d'endroit qui peut être dangereux. Et on reste dans son établissement et on écoute les conseils de sécurité. Ça, c'est très important. Après, l'automne, c'est vraiment une très belle saison là-bas puisque c'est des montagnes qui sont forestières. Donc, on se retrouve avec des très jolies couleurs, beaucoup d'érables rouges, mais aussi des nuances d'orange, de vert foncé qui vont se mélanger, qui sont très, très jolies. Donc ensuite, l'été, ça peut être aussi une bonne saison, notamment en début d'été, donc hors période de typhon. Par exemple, pour voir des hortensias. Vu qu'on est dans une zone en fait assez humide, des fois chargée d'humidité, les hortensias se développent très très bien dans cette région. Donc on peut avoir des jolis paysages, notamment le long de la voie ferrée Hakone-Tozan, qui a des spots d'hortensias très jolis. Et ça peut être aussi une façon, au début d'été, de supporter la chaleur urbaine, de partir un peu en altitude pour avoir un peu plus de fraîcheur et de verdure et d'avoir comme ça une sensation plus fraîche. Le plus important, c'est de partir avec l'idée qu'on n'aura pas la certitude de voir le mont Fuji. Ça, c'est très important parce qu'on est en montagne, donc la météo change, on vous l'a déjà dit, et que le mont peut se voiler facilement ou en tout cas rester invisible à son sommet ou avoir quelques nuages. Puis ça peut se dissiper dans la journée, mais bon, c'est quelque chose qui reste difficile à prévoir. Vous avez des applis météo, vous pouvez voir un peu l'indice de visibilité. Mais voilà, si vous avez prévu d'y aller tel jour dans votre itinéraire et que c'est difficile de décaler parce que c'est demain que ça sera visible, ça peut arriver, faut le savoir. Il y a beaucoup d'humidité et de condensation. Et donc, si vous voulez voir le mont Fuji le plus assurément possible, on va dire ça comme ça, la meilleure saison est en hiver, puisqu'en hiver, l'air est beaucoup plus sec au Japon. Et donc, en général, la formation des nuages dans les montagnes se fait moins et donc on a une vue plus dégagée sur le mont Fuji. Et d'ailleurs, vous verrez beaucoup de photos de la fameuse photo de carte postale avec le lac Ashi et le mont Fuji et le Tori dans l'eau, qui est fait avec le mont Fuji enneigé. Donc ça veut dire que c'est en hiver. Oui, c'est vrai que souvent on voit ce beau ciel bleu derrière. En fait, ça n'empêche pas qu'il fasse très froid. Oui, qu'il fasse froid. Oui, il fait froid, ouais. Et donc, pour l'observation de ce mont Fuji à Hakone, on peut vous conseiller d'aller sur les rives sud du lac Ashi, depuis les stations du téléphérique de Hakone sur Owakudani et depuis le sommet du mont Komagatake, le point culminant de Hakone. Et pour terminer la présentation de Hakone, Marjorie, je vais te laisser parler de quelques points sur la gastronomie qu'on peut y retrouver. Et puis après, je parlerai des musées, ou en tout cas de ce qu'on peut y retrouver concernant l'art et la culture.
en gastronomie, dans les établissements de bain traditionnels, donc les ryokan, vous retrouverez donc une cuisine kaiseki, donc une cuisine traditionnelle de petits plats de saison. Et sinon, l'autre spécialité gastronomique de Hakone, ça va être les kuro tamago, donc c'est-à-dire les œufs noirs, les œufs durs cuits à la vapeur et qui sont de couleur noire, la coquille qui se noircit au contact en fait de la vapeur des sources chaudes volcaniques. Donc c'est une spécialité que vous pouvez soit déguster sur place, soit emporter si vous rentrez à Tokyo le soir, vous pourrez en manger le soir sur le chemin du retour. Et sans rentrer trop dans le détail, Hakone c'est aussi une destination que l'on peut choisir pour son attrait culturel et notamment sa proposition de musées et d'artisanat. Donc il y a de nombreux musées d'art contemporain qui se servent du paysage environnant, donc beaucoup de montagnes forestières, hein, comme tu le disais quand tu décrivais la saison d'automne par exemple, pour exposer des œuvres monumentales en extérieur. Donc ça peut donner des paysages et des photos très jolies pour les amateurs ou pour tous les curieux et curieuses avec ces visites culturelles qui vont être en complément de votre activité du jour. Ça peut être lié à l'activité volcanique, à la marche par exemple avec les randonnées, etc. ou le onsen. Donc c'est quelque chose que vous pouvez ajouter justement en activité pour votre séjour à Hakone, notamment quand la météo n'est pas très bonne. Donc là on vous parlait des expositions en extérieur, il y en a évidemment en intérieur. Et vous pourrez aussi compléter tout ça avec des ateliers et les visites de boutiques artisanales avec la marqueterie intitulée Hakone Yosegi Zaiku, qui est célèbre dans la région et ça date de l'ère de l'époque Edo. Oui, ce sont donc des motifs géométriques traditionnels qui sont composés par différentes essences de bois, notamment le cèdre et l'écorce de cerisier. Et en fait, c'est des petites lamelles qui sont collées entre elles, tout est fait à la main et ça crée des motifs traditionnels qui sont très jolis. Et ça se décline sous différents objets, des petites boîtes comme les boîtes à thé, des plateaux, des sous-verres, des pots à crayons. Et ça, vous en verrez partout dans toutes les vitrines dans Hakone. Et Hakone, c'est aussi un endroit où on va pouvoir faire de la randonnée quand le temps et le climat le permettent, avec aussi des activités nautiques sur le lac, notamment en été. On a une fiche sur le lac Hashi de façon dédiée, et vous verrez qu'il y a quelques activités nautiques classiques comme le pédalo, le canoë-kayak que l'on peut faire sur le lac Hashi. Et Marjorie, je te propose d'enchaîner sur notre seconde partie du podcast dédié à Hakone avec le top des meilleures visites et des activités à faire. Là, on en a évoqué que certaines, hein, mais on va prendre le temps d'intituler un peu tout ça et de décrire aussi tout ça. Si vous faites votre voyage à Hakone et que vous y dédiez surtout une grosse journée, on va dire avec une nuit, donc pour faire les incontournables, ça sera dans cette première partie. Et puis, on ira un peu plus loin en seconde partie avec peut-être les personnes qui sont des répéteurs du Japon, qui sont déjà allés à Hakone par exemple, ou qui font une excursion un petit peu plus longue sur le séjour. Comme ça, on vous propose des choses qui peuvent sortir peut-être un peu des sentiers battus ou qui peuvent différencier votre second voyage, seconde excursion dans cette région par rapport à la première. Donc on peut commencer avec Hakone Jinja, qui est le joli sanctuaire évidemment dans la forêt qui est très connue là-bas pour sa porte du torii excentrée de l'enceinte et installée dans l'eau. Oui. Celle dont tu parlais tout à l'heure, Marjorie, comme dans le sanctuaire à Miyajima, avec la fameuse grande porte dans l'eau. Attention donc à ne pas bloquer la vue et les autres personnes pour prendre des photos. Et ça, on avait déjà parlé de ça pour le Fushimi Inari, où justement, c'est un peu ce qui crée la chose un peu désagréable de certaines visites au Japon. Ça va être les spots photos où on s'arrête et on fait patienter tout le monde, etc. C'est un petit peu long. Alors c'est vrai que c'est le cas sur le torii maintenant de Hakone Jinja, où en période de haute fréquentation touristique, il peut y avoir la queue juste pour être au bord sur les rives du lac pour prendre la photo seule entre le torii. Bon, ça c'est à chacun de voir s'il a vraiment envie de le faire, mais sachez que oui, ça peut bloquer les autres. On peut vous proposer de faire la visite du point de contrôle de Hakone dont tu parlais dans la partie Histoire Marjorie, avec le Hakone Checkpoint pour le nom anglais et Hakone Sekisho pour le nom japonais. Et cette activité, ça va vous permettre d'observer les 400 cèdres qui composent l'allée, qui a été refaite un peu à l'ère ancienne, on va dire, puisqu'ils ont plus de 350 ans, et ça va vous donner un réel aperçu de l'ancienne route du Tokaido sur 2 km de long, et donc ça c'est très appréciable aussi. Donc le musée il est à seulement 500 yens du côté de Hakone Machi, sur le bord du lac Hashi.
Oui, au sud. Et donc il est un peu, oui, excentré du circuit touristique classique. Et du coup, il n'y a pas trop de touristes en fait à ce musée, même s'il est quand même assez connu et assez cité. Mais ça reste une visite assez agréable, hors voilà, de la queue qu'on peut avoir. Et c'est très intéressant aussi de savoir un peu l'histoire de cette ville pendant le shogunat Tokugawa. Et ça vous fera regarder aussi le site un peu différemment après. Donc du coup, avec Hakone Sekisho, on est au bord du lac Ashi. Donc après, ce qu'on peut faire, et ce qu'on fait souvent, c'est faire une croisière en fait sur le lac Ashi, donc ou Ashinoko. Donc c'est un très grand lac, faut quand même le dire. Il est assez étendu. Donc quand vous faites la croisière, vous partez en général donc du sud. Et puis vous remontez vers le nord. Vous pouvez aussi le faire dans l'autre sens, mais en général, voilà, la croisière, elle traverse en fait le lac du nord au sud. Et elle est intéressante cette croisière parce que on peut y admirer donc le mont Fuji qui vient se refléter sur les eaux tranquilles du lac quand le temps est dégagé, il y aura toujours cette précision-là. Et puis vous avez donc la carte postale très jolie avec la montagne qui tombe dans le lac, la vue sur le mont Fuji et la petite porte Torii du sanctuaire qui est dans l'eau, qui fait une touche de rouge. C'est vrai que c'est une très belle image. Quand on la voit en vrai, c'est encore plus beau, oui, puisque vous avez la profondeur du paysage et l'ambiance qui va avec. Bon, à savoir que la croisière, vous la ferez sur un bateau pirate, pour la plupart, pour ceux qui choisissent le Hakone Free Pass et la boucle. Mais ça peut être aussi, voilà, c'est dans le folklore japonais, on fait souvent des croisières sur des bateaux soit pirates, soit un peu américains, etc. Ils sont toujours un peu décorés de cette façon-là. Donc il faut savoir que c'est donc le plus grand lac de la préfecture de Kanagawa et qu'il est situé à 720 mètres d'altitude. Donc il est assez haut. Et pour la petite histoire, la légende dit qu'il est la maison d'un dragon à 9 têtes, donc qui a été entre guillemets emprisonné dans le lac Ashi et qui est devenu du coup son gardien protecteur. Donc il y a des fois un matsuri annuel qui est fait autour du lac en référence à cette légende. Si vous ne voyez pas le dragon le jour de votre visite, ce ne sera pas de la faute de Campai. Non, après, voilà, il n'y en a pas forcément état. On n'est pas au monstre du Loch Ness. En général, il n'y a pas trop de vagues d'ailleurs dans le lac, il est assez tranquille. Donc, comme on le disait un peu plus tôt, si vous ne voulez pas faire la croisière en bateau pirate ou que vous l'avez déjà faite, vous pouvez du coup faire aussi des activités nautiques classiques qui sont donc le pédalo, le canoë-kayak et autres petites activités en barque. Il y a un petit centre un peu plus haut, donc pas à côté du port, sud comme le Moto Hakone ou le Hakone Machi, mais un peu sur le côté, donc à remonter un petit peu. Ce qui fait que à Hakone, avec le Hakone Free Pass, vous pourriez prendre au final plein de transports, plus des pédalos, des barques et des kayaks. C'est ça, si vous avez encore envie de tester des choses, il y a tout ce qu'il faut. Donc après avoir visité le lac Ashi, vous remontez en fait vers la zone de montagne la plus active, donc la zone volcanique Owakudani, qui est en fait le site du cratère Kamiyama qui a été créé par la dernière explosion du volcan Hakone il y a environ 3000 ans. Donc en fait c'est une soufrière à ciel ouvert qui est active. Donc, vous verrez des fumerolles s'envoler, plus ou moins importantes suivant la météo, avec cette petite odeur de soufre caractéristique de ce site. Il n'y a rien de dangereux pour la santé, pour le soufre en balade en tout cas comme ça dans ces coins-là. Sinon vous seriez averti, mais voilà. C'est pas parce que ça sent mauvais et que ça sent fort qu'il y a un danger particulier. Non, c'est un site qui est très surveillé. Soit donc on le traverse par voie aérienne par le téléphérique, qui est l'option donc la plus facile et la plus populaire. Si ce téléphérique ne fonctionne pas, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Soit c'est pour une question de météo, soit c'est effectivement parce que les fumées sont trop importantes, donc on ne va pas traverser. Mais voilà, là, sinon vous le traversez. Soit vous pouvez y faire aussi un tour guidé en japonais. Donc il y a un chemin qui a été en fait aménagé qui s'appelle le Owakudani Nature Study Path et qui est long donc de 700 mètres, qui permet d'avoir un aperçu proche du site de comment ça se passe. Donc pour y accéder, c'est quand même sur réservation, donc internet uniquement. Et il y a 4 horaires maximum dans la journée où on peut visiter pour 30 places. Donc c'est 10h, 11h30, 13h ou 14h30. Et il faut compter à peu près 40 minutes de temps de visite et 800 yens par personne. Il faut savoir que ce tour guidé, vous pouvez le réserver et après, en fait, il n'est validé dans la faisabilité que genre 30 minutes avant parce que c'est en fonction de l'activité volcanique et géothermique au moment donné et de la météo. Donc s'il est annulé, c'est que ça sera aussi pour une bonne raison. Pour votre sécurité, s'il est annulé, il est annulé. Enfin voilà, c'est comme ça.
Et puis sinon, le site Owakudani, il est connu pour les kuro tamago. C'est le souvenir à remporter de ce site-là. Donc les fameux œufs durs noirs cuits aux vapeurs de onsen qu'on peut retrouver dans d'autres destinations thermales et notamment autour de Beppu à Kyushu. Oui, partout où là vous aurez des activités thermales connues, eh bien vous pourrez déguster aussi des mets qui vont être cuits soit par les vapeurs, soit par l'eau de ces endroits. Moi, j'ai pas encore goûté ça, mais tu m'as donné faim, Marjorie. Oui, il y a une grosse statue d'œuf à la station Owakudani où on peut se prendre en photo avec la vue sur le mont Fuji en arrière-plan. À ne pas louper. À ne pas louper. Et vu qu'on aime les fleurs à Kampai, on va vous parler du parc Gora, qui est un jardin en escalier avec une floraison saisonnière, dont un joli jardin de roses au printemps, avec la présence de salons de thé et d'ateliers boutiques sur l'artisanat local. Et donc ça fait le lien entre le funiculaire et le train Hakone Tozan. Donc c'est encore un site que l'on peut vous conseiller pour passer justement une journée où vous allez à la fois profiter du jardin, des fleurs, du salon de thé et des ateliers boutiques. Oui, puis vous marchez un peu, vous êtes au grand air, c'est assez sympa. Autre endroit, il y a le musée en plein air de Hakone qui aussi, lui, est très joli et verdoyant, hein. C'est aussi une zone idéale pour amener les enfants jouer, puisqu'il y a une œuvre qui est aussi une sorte de lieu de jeu pour les enfants avec des filets sur lesquels ils peuvent grimper. Et donc ce n'est pas tout pour ce musée en plein air. Il y a aussi une exposition consacrée à Picasso et la présence d'un bain à Shiyu. Donc on en avait déjà parlé dans un podcast. Les fameux bains où vous pouvez vous asseoir les fesses au sec, enlever vos chaussures et puis baigner vos pieds dans un petit parcours d'eau ou une sorte de... Nous, on verra ça comme un lavoir, on va dire, sur la forme, pas sur le fond, évidemment. Et donc, il y a une entrée à 2000 yens. Oui, donc c'est les entrées des musées sont forcément un peu plus chères que le reste. Après, voilà, vous avez le cadre verdoyant, la culture, et puis là, sur ce musée-là, vous avez quelques attractions différenciantes qui sont assez sympas. Et pour sortir des activités indispensables, ou en tout cas que l'on préconise fortement pour un voyage de seulement peut-être un jour et une nuit, si vous restez un peu plus longtemps ou que vous êtes déjà allé à Hakone, on peut vous citer d'autres spots, comme par exemple le mont Komagatake. Oui, alors en fait, c'est le pic culminant en fait, de la région de Hakone, le mont Komagatake. Et en fait, il est au-dessus du lac Ashi, au niveau à peu près au milieu du lac. Pour s'y rendre, on va jusqu'au jardin Hakone-hen, qui est donc sur la rive du lac. Et on a un téléphérique qu'on peut prendre, qui est près exactement de l'hôtel Prince Hotel, et qui permet de monter jusqu'au sommet du Komagatake. Et de là, on a une très jolie vue et sur Hakone et le lac Ashi, et sur le mont Fuji quand il est dégagé. Et en haut de ce mont, on y trouve aussi le sanctuaire Hakone Mototsumiya Jinja, qui est en fait l'emplacement originel du Hakone Jinja, qui est au pied de la montagne, en bas, sur les rives du lac Ashi. Donc c'est vraiment une balade qu'on recommande de faire quand il fait beau, effectivement, et qui est très sympa, qui donne en fait un côté un peu différenciant de Hakone du mode de transport classique. Donc il faut compter à l'heure actuelle 1800 yens l'aller-retour pour prendre ce téléphérique-là, qui ne fait pas partie du Hakone Free Pass, qui est en fait à prendre en indépendant. Autre spot conseillé par Kampai, le petit temple Choanchi, avec ses 500 statues des disciples de Bouddha. Donc dans le texte, ils se disent Gohaikyu Rakan, qui vont décorer le jardin de ce temple et que nous, on recommande fortement, notamment pour la période des Koyo. Donc oui, Choanji, il est joli pour son jardin, moins pour les pavillons qui sont assez classiques, à savoir. Et puis si vous voulez aussi un autre paysage automnal qui est très joli à Hakone, on se rend donc dans Sengoku Hara et on va visiter les champs de Suzuki, donc la fameuse herbe à pampa japonaise qui va avoir une couleur dorée en automne, donc en général c'est courant novembre, et qui va donner un joli paysage avec le vent dans les herbes, les couleurs dorées, le soleil couchant par exemple. Au soleil couchant, c'est très joli. Et il y a beaucoup de Japonais qui vont visiter. On peut avancer un peu dans les allées, dans les champs, un peu dans les allées comme les champs de tournesol. Et c'est très joli, c'est très un peu romantique. C'est très beau à cette saison-là. En novembre, en même temps que les Koyo, on a les Suzuki. Moi, j'ai la chance, Marjorie, de rejouer à Ghost of Tsushima et c'est plein de Suzuki. Oui. Et du coup, ça, c'est vraiment très, très joli. C'est très bien refait avec le vent aussi et le son dans le jeu. Si vous n'avez pas encore fait ce jeu vidéo, je vous le conseille fortement. Mais à Hakone, vous avez ça, mais en vrai. Et en grandeur nature, parce que les champs, ils sont assez grands.
Et enfin, on va vous parler de 2 musées. Le musée d'art Paula, c'est une collection privée d'art contemporain avec à peu près 9500 œuvres. Ces œuvres, elles sont détenues par la famille Suzuki qui gère le groupe Paula Orbis au Japon, qui est leader notamment dans la cosmétique, les soins du visage, maquillage, etc. Et dans ce musée, ce qui est sympa à voir, c'est qu'on y trouve à la fois un art japonais et occidental, avec des tableaux de peinture à l'huile, par exemple de Monet, Renoir, etc. Van Gogh aussi, ce qu'on appelle le japonisme, si je ne me trompe pas, où les peintres français, enfin les peintres occidentaux vont s'être inspirés des œuvres japonaises. Donc on appelle ça le japonisme. Vous pourrez aussi admirer la belle architecture du site puisque la salle d'exposition, une des salles d'exposition en tout cas, est un mélange de verre et de béton. Donc ça c'est très beau à voir et le musée lui est à 2200 yens environ. Oui. Et enfin, il y a le musée du verre vénitien d'Hakone avec des verreries vénitiennes. Ça peut paraître étonnant, mais ça existe. Il y a évidemment une boutique de souvenirs, des restaurants italiens même, avec une touche d'Italie au cœur de la montagne japonaise, donc avec ce musée-là. Oui, voilà, ils ont une architecture qui rappelle un peu un petit village italien niché dans la montagne. Donc ça, c'est pour vraiment changer de paysage. Alors, c'est pour les Japonais, on va dire, en priorité. Mais si vous avez envie de retrouver un petit brin d'Italie à Hakone, c'est possible. Sachant que voilà, la verrerie vénitienne, vous en retrouvez aussi dans d'autres boutiques de souvenirs. Vous avez donc la marqueterie en bois qu'on a citée, mais on a aussi pas mal de petits objets de décoration en verre. Parce que voilà, Hakone accueille une belle collection de verreries vénitiennes et donc du coup ça fait aussi partie des souvenirs qu'on peut avoir de Hakone. Et l'entrée de ce musée est à 1800 yens. Oui, donc c'est un peu moins cher que les 2 autres musées d'art qu'on a cités. Et puis il y en a d'autres aussi qu'on ne citera pas forcément ici parce qu'on a fait une sélection. Mais vous avez aussi d'autres musées d'art ou d'histoire à Hakone qu'on peut visiter. Donc là c'est vraiment pour vous donner une sélection. Et maintenant qu'on vous a exposé pas mal d'idées pour occuper vos jours à Hakone, eh bien comment intégrer Hakone dans un itinéraire de voyage au Japon? C'est ce que l'on va voir en 3e partie. On le visite en faisant un aller-retour depuis Tokyo souvent, mais ça peut être un petit peu différent. Et donc il y a des destinations proches à coupler avec cette ville. Et on commencera par exemple avec Odawara en premier lieu, qui n'est pas seulement un hub de transport, on le voit aussi comme ça, parce que c'est vraiment une destination pratique, mais pas que, Marjorie. Oui, en fait, c'est un ancien domaine provincial à Odawara qui était très important et très riche à une certaine époque, qui était détenu par le clan Go-Hojo. Et c'était aussi une ancienne ville-étape sur la route du Tokaido. Donc en fait, il y a quelques sites qu'on peut visiter à Odawara et qui est vraiment, vraiment très, très proche de Hakone. Donc on peut limite faire ça dans la même journée ou en tout cas en visiter une partie à chaque fois. Donc le site le plus connu, ça va être l'enceinte du château d'Odawara, où on peut visiter donc des jardins au pied d'un donjon et ensuite monter jusqu'au sommet du donjon. Donc c'est un château qui a été reconstruit, donc il n'est pas authentique mais qui est tout à fait convenable. Et en haut on a une vue en fait sur la côte puisqu'on est au bord de la baie de Sagami. Odawara, elle est en altitude sur le littoral. Donc du coup on a une belle vue sur l'océan et aussi sur les montagnes de l'autre côté. C'est aussi Odawara un spot de floraison de pruniers, donc au tout début du printemps à la sortie de l'hiver. On a une forêt de pruniers qui est à Soga, donc qui s'appelle Soga Plum Grove en anglais. Donc c'est un peu plus loin que le centre-ville, il faut reprendre un peu le train. Mais on a une très jolie forêt de pruniers où il y a peu de monde. Du coup c'est assez rural, c'est assez sympa. Vous avez aussi des spots de sakura et de glycine, notamment au pied du donjon, donc au moment du printemps et après au courant avril-mai. Et puis Odawara c'est aussi connu au niveau des spécialités pour manger les fameuses kamaboko, les sortes de pâtes de poisson blanc qui sont mixées et cuites à la vapeur et qui sont moulées en forme de cylindre. Et si vous êtes fan de Naruto, en fait, vous aurez envie de manger un ramen. Un ramen Naruto, c'est-à-dire avec le kamaboko avec la forme de cylindre du Naruto. Donc pour information, vous avez une rue qui s'appelle Kamaboko Dori à Odawara et vous pourrez manger cette spécialité-là là-bas.
Et dernier point d'intéressant, et on a fait une fiche sur Kampai, donc je vous invite à y aller pour voir les photos. Sur la côte aussi, sur le littoral, un peu plus loin, vous avez l'observatoire Enoura, qui est en fait un musée d'art contemporain en plein air, donc un peu comme ce qu'on vous disait sur Hakone, mais là, c'est fait par un autre architecte qui s'appelle Hiroshi Sugimoto, et qui a fait un superbe travail avec une vue panoramique sur le littoral. C'est très joli. C'est par contre réservé à un public adulte, donc les moins de 12 ans ne sont pas acceptés parce que voilà, c'est un parcours on est quand même un peu à flanc de falaise, donc on peut pas faire n'importe quoi. Et c'est très beau pour ceux qui aiment l'art contemporain et les paysages vivifiants du bord de mer. Et puis on va reciter Kamakura et Enoshima que l'on a déjà abordé en podcast sur un des derniers podcasts de destination d'ailleurs, Marjorie. Et si on vous en parle, c'est qu'il va être très accessible avec le pass Odakyu Hakone Kamakura Pass qui lui dure 3 jours, contrairement au Hakone Free Pass, même s'il y en a un de 3 jours aussi, que vous retrouverez facilement. Donc on vous invite à réécouter notre émission précédente sur la destination Kamakura, qui est une ancienne capitale féodale du Japon, une cité bouddhiste aussi, avec de nombreux temples, zen et le Grand Bouddha. C'est aussi une cité balnéaire avec des plages et l'île de Shinto Enoshima, pas loin. Et donc moi perso, c'est une de mes destinations préférées au Japon quand il fait beau en tout cas. Et c'est quelque chose un peu plus petit en taille. C'est une bonne excursion depuis Tokyo seulement si vous ne passez pas par Hakone par exemple. Donc ça c'est tout au sud et c'est très chouette. Oui, puis ça va bien ensemble, vous ne faites pas tout à fait la même chose dans les deux destinations. Oui, tout à fait. Et en plus de ça, si vous pouvez voir le mont Fuji depuis Hakone, il y a des chances que vous puissiez le voir, alors de beaucoup plus loin, mais à Enoshima par exemple. Et oui, et donc sur le mont Fuji, si vous voulez donc vous rapprocher du mont Fuji, en fait on n'en est pas si loin que ça, et vous pouvez vous rendre jusqu'à la région des 5 lacs du mont Fuji, et notamment avec le Fuji Hakone Pass d'Odakyu qui dure sur 3 jours. Et donc on peut se rendre dans l'un des lacs les plus près de Hakone, donc comme Kawaguchiko ou Yamanakako, et voir le mont Fuji d'un peu plus près, enfin en tout cas maximiser ses chances de voir le mont Fuji, parce que même des fois de Kawaguchiko on ne le voit pas, pourtant on est assez proche. On insiste là-dessus, comme ça si vous y allez et que vous ne le voyez pas, ce ne sera pas la faute de Kampai non plus. C'est ça, on vous aura prévenu. Donc vous pouvez visiter cette région, il y a quelques petites choses sympas à faire, donc les tours des lacs, ça je vous l'ai déjà dit. Vous pouvez aussi aller au village, au toit de chaume Oshino Hakai, qui est assez pittoresque, qui peut être très sympa, notamment en printemps, courant avril, il y a des cerisiers. Et puis vous pouvez, si vous avez un peu plus envie de sensations, d'aller au parc d'attractions Fuji-Q Highland, qui est donc au pied du mont Fuji avec ses énormes montagnes russes, ses maisons hantées. Ça c'est pour les gens qui sont amateurs de frissons. Et ceux qui veulent faire du shopping peuvent aller à Gotemba, donc c'est pas très loin de Hakone. Des fois on y va en bus ou en voiture pour ceux qui ont des voitures. Et vous avez tout un centre commercial avec des magasins dégriffés, donc Gotemba Premium Outlets, qui est très sympa à faire si vous avez envie de faire du shopping classique et que cela vous manque. Et puis vous aurez aussi peut-être une chance d'avoir vue sur le mont Fuji, parce que les magasins sont en plein air, donc à un moment donné, ils peuvent y avoir le mont Fuji qui apparaît. Et dans la région de Gotemba, dans d'autres loisirs, vous avez aussi un golf, pour ceux qui sont amateurs de petites balles blanches. Et dernier point, vous pouvez vous rendre un peu plus au sud, donc redescendre vers Shizuoka et aller jusqu'à Mishima. Donc c'est à l'entrée sud c'est à l'entrée de la péninsule d'Izu, et vous avez un pont suspendu qui est une attraction connue à Mishima, où vous traversez en fait une forêt sur un énorme pont suspendu avec la vue sur le mont Fuji. Puis vous avez aussi d'autres activités comme de l'escalade et une énorme tyrolienne qui existe pour tous les amateurs, ceux qui veulent faire un peu plus de sport. Oui Marjorie, et en plus de ça, donc pour précision, Mishima, ça ne fait pas partie de la région des 5 lacs, mais vous pouvez quand même y accéder avec le Fuji Hakone Pass de 3 jours chez Odakyu, de ce que tu nous disais tout à l'heure. Oui, c'est vrai, c'est pas dans la région des 5 lacs. Effectivement, on est plus au sud. Eh bien, je crois qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on pouvait vous proposer pour un premier voyage ou non d'ailleurs au sein de Hakone, cette fameuse région où vous pouvez voir le mont Fuji et profiter de Ryokan. Donc au minimum, on va vous conseiller plutôt une journée et de rester peut-être une nuit, enfin de faire 2 jours, 1 nuit plutôt. Vous pouvez aussi le faire en aller-retour depuis Tokyo. Oui, ça sera un trajet long, mais vous pouvez le faire.
Oui, parce que c'est vrai que les gens, des fois, ils prévoient des activités sur place, mais il faut se rendre compte, il y a forcément de la queue. On n'est pas tout seul, hein. Il y a la queue pour les transports, pour certaines activités, pour les musées, etc. En plus, vous avez vu qu'il y a certains musées qui sont un peu horodatés aussi, où vous avez des quotas, des heures d'entrée, etc. Donc, il faut bien se renseigner sur vos transports avant et sur un peu la répartition des sites de toutes les villes qu'on a pu vous citer ou des musées, etc. pour savoir à peu près les temps de transport à faire sur place. Oui, et si c'est quelque chose qui vous paraît trop compliqué, faites appel à un guide accompagnateur qui pourra vous dire voilà, quelle est la meilleure solution à faire, comment, à quelle heure partir, comment rythmer sa journée pour en profiter suivant vos envies et la météo du moment. Et on vous conseillera aussi fortement de peut-être faire une nuit en ryokan, parce que ça c'est vraiment une destination phare, on va dire, au Japon, pour en profiter d'une nuit dans un bel hébergement et peut-être avec une belle vue sur la montagne, sur la forêt, ou peut-être même sur le mont Fuji. Et sans s'éloigner du trajet Tokyo-Kyoto. En plus, ouais. Donc évitez par contre les week-ends, les jours fériés, lors de la Golden Week aussi, puisque c'est une destination qui est très prisée aussi des Japonais. Donc on s'imagine parfois une campagne très calme, très silencieuse, etc. Ça peut être vite le cas, mais aussi tout le contraire. Oui, voilà, il faut bien choisir sa période, effectivement. Et on vous recommandera l'automne, qui est devenu une très haute saison au Japon, mais l'automne au Japon, là surtout sur la fin novembre, pour voir les couleurs des koyo, ce sera somptueux. Voilà, et puis c'est tout public, c'est une destination que vous pouvez faire avec vos enfants aussi, puisqu'ils profiteront des paysages, de l'activité volcanique, et même des musées qui sont quand même accessible parce que visuellement prégnant, enfin voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi avec vos enfants. Moins avec les personnes à mobilité réduite, parce que c'est un peu plus difficile d'accès quand même. Oui, voilà, ça reste un village en montagne. Oui. Et avant de vous quitter, n'oubliez pas que Kanpai met en place un concours du 22 août au 22 septembre afin de vous faire gagner un voyage pour 2 personnes et 2 semaines au Japon. Donc restez connectés sur nos réseaux sociaux évidemment et sur notre newsletter. Merci en tout cas Marjorie pour avoir préparé ce podcast et on se retrouve bientôt pour une prochaine destination ou un voyage au Japon. Merci de nous noter un maximum d'étoiles évidemment sur les plateformes de streaming, de nous laisser des commentaires et de nous partager si vous en avez l'envie. Et je te dis à très bientôt et merci encore Marjorie. Oui, merci Charlie, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Retrouvez plus de destinations Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kanpai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.